d'accueillir Alexander Lukin, qui est chef du département des relations internationales à l'Université nationale de recherche de l'école supérieure d'économie de Moscou, et qui est directeur du centre d'études pour l'Asie de l'Est et de l'organisation de coopération de Schengen. Après avoir été diplômé en sciences politiques de l'Université d'Oxford, diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, il est aussi docteur en histoire de l'Académie diplomatique de Moscou. Il a travaillé longtemps au ministère soviétique des Affaires étrangères, et notamment à l'ambassade soviétique en Chine. Et comme vous le savez, cette institution, cette université est rattachée au ministère des Affaires étrangères russe. Il a écrit de nombreux ouvrages, principalement consacrés évidemment aux problématiques russes, mais particulièrement aux relations entre la Chine et la Russie, notamment un ouvrage lourd, c'est Regard de dragon, les perceptions de la Chine et l'évolution des relations russo-chinoises, et il a contribué à un ouvrage collectif, un grand ouvrage académique consacré aux relations russo-chinoises sur 400 ans. Russie et Chine, 400 ans d'interaction. Et donc, nous l'avons invité, nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour traiter du nouveau rapprochement sino-russe et la fin du monde unipolaire, s'il n'y a jamais eu un monde unipolaire, dans la tête des Américains, peut-être en France ou dans les craintes des uns et des autres, peut-être à l'égard de la Constitution après la phrase de cette hégémonie, de cette hégémonie possible américaine. Alors on attend toujours, moi je ne suis pas, ça remonte des signes, premièrement, Isabelle Facon. Et Isabelle Facon, vous l'avez déjà rencontrée, puisqu'elle était venue l'année dernière dans le cadre de notre cycle consacré aux problématiques russes. Vous le savez, elle dirige à la FRS la direction de la recherche. Elle est aussi maître de conférence à l'école polytechnique et elle a concentré son champ de formation, son champ d'études aux problématiques russes, mais aussi récemment à la relation entre la Chine et la Russie, notamment dans un dossier Où va la Russie qui est paru à l'IFRI, l'édition Ramsès, Moscou-Pékin, pivot russe vers l'Est, sortir de l'isolement et redessiner le monde. Et puis, elle avait publié dans la même Conseil de relations internationales l'année dernière aussi un article remarqué sur les fondements inédits du partenariat sino-russe au XXIe siècle. Et donc au centre, dans cette année française de relations internationales, que publie notamment le centre Puccini. Alors, on va l'attendre, et en attendant, il y a Isabelle, que vous connaissez bien, qui fait partie du comité de pilotage de la chaire, qui est plutôt spatiale, mais intéressée ou orientée vers la problématique spatiale, mais qui acceptera de débattre avec Alexander Lukin. Alexander, nous avons une première partie où vous avez 45 minutes, 1 heure pour faire votre conférence. Ensuite, un débat avec Isabelle Facon ou Isabelle Spézial d'une demi-heure. Et ensuite, la discussion après ça. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup encore d'être là. Thank you very much for inviting me. I've been to Paris several times, but I've never been to Sarno. I'm very glad that I'm here. It's a bit cold in Paris, but Moscow is nice and the city for me it's well, when people present me, I always think that they're talking about somebody else, because it's the biography you read is obviously a biography of a very serious person, but I'm not serious at all. I like fun and provocation, so maybe some things that you listen today would sound a bit provocative. I think you shouldn't mind such a, because En offusqué.
parce qu'il y a encore une liberté d'expression dans ce pays. Il n'y a pas ce que l'on appelle aux États-Unis ce que l'on appelle le non-platforming. Il ne faut pas tendre la perche aux autres avec qui on n'est pas d'accord pour qu'ils s'expriment et qu'ils sèment la dissension. Mais ce n'est pas encore le cas en France. Et le nouveau livre qui a été publié ce mois-ci en Angleterre, le voici, par Polity Press. Il a le même intitulé que ma communication aujourd'hui. Avant de parler directement de la Russie et de la Chine, toute l'idée de cet ouvrage, de mon étude, est de démontrer que le rapprochement entre ces deux grandes puissances est le résultat naturel des développements sur la scène internationale après l'effondrement de l'Union soviétique, après 1991, et principalement l'effondrement du monde bipolaire et ce qu'il s'est passé après cela. Premièrement, je vais évoquer la politique extérieure de la Russie, de la Chine en général, et aussi de l'influence occidentale et de l'Occident. Par l'Occident, bon, là, je ne vais pas philosopher, je veux surtout parler des États-Unis et de leurs alliés, et à cet égard, le Japon fait partie de l'Occident, mais la Serbie ne fait toujours pas partie de l'Occident pour moi. Le monde bipolaire qui existait quand l'Union soviétique existait toujours se caractérisait par plusieurs grandes spécificités, le contrôle par deux grandes puissances sur de grands territoires et leur sphère d'influence. Il existait des conflits occasionnels sur des territoires neutres, comme dans le tiers-monde, et aussi les personnes qui vivaient dans les pays et les territoires contrôlés par l'Union soviétique avaient très peu de liberté, mais il y avait aussi certains aspects positifs. Par exemple, les conflits étaient assez limités par rapport aux horreurs des guerres mondiales. Il y avait certaines règles du jeu qui régnaient. Il existait certaines règles internationales et l'Union soviétique et l'Occident montraient leur capacité à trouver un consensus. On voit cela avec les accords d'Helsinki, les accords de non-prolifération nucléaire et d'autres. L'effondrement de l'Union soviétique, du centre du pouvoir soviétique, a été suivi par le triomphe de l'Occident. Mais l'Occident a surestimé sa puissance. Les dirigeants occidentaux ont par conséquent perdu bien de ce qu'ils auraient pu réaliser autrement. Ils ont perdu la Russie, pour commencer, en pensant que la Russie n'avait plus de pertinence. Ils ont essayé d'inclure dans leur zone d'influence le plus de pays possible, la plupart des pays d'Europe orientale et centrale, des pays de l'ex-URSS, mais par conséquent, la Russie est devenue un adversaire et pas un allié de l'Ouest. Simultanément, l'effondrement de l'Union soviétique n'a pas empêché d'autres grandes tendances et développements mondiaux. Par exemple, des centres de pouvoir non occidentaux se sont développés. La Chine, l'Inde, le Brésil ont continué leur essor et ils sont devenus de plus en plus forts. Ils ont essayé de résoudre leurs problèmes et de protéger leurs intérêts, tout le moins, en tout cas, près de leurs frontières. Et en même temps, l'Occident lui-même, dans sa politique extérieure, était plus axé sur l'idéologie. Voilà plusieurs tendances de l'idéologie occidentale de la politique étrangère. Bien sûr, tout cela est tacite, mais ce sont de véritables tendances. Dans l'Occident, on pensait que le meilleur moyen d'intégrer les nations reculées
en retard dans le monde de la liberté et de la démocratie était de les soumettre à l'influence politique par le biais d'alliances économiques et politiques. Pour que cela puisse se produire, il leur fallait des dirigeants qui comprenaient que cela profiterait à leur pays, c'est-à-dire des dirigeants qui sympathisaient avec l'Occident, et c'est pour cela que l'Occident a œuvré à ses fins. Et si ces forces n'étaient pas à la hauteur des normes démocratiques, ça ne serait pas un grand problème. Une fois que ces pays se soumettaient économiquement et politiquement, ils seraient poussés au niveau idoine avec un certain aiguillonnage de la part de l'Occident. Ces idées occidentales ont évolué progressivement du fait de l'évolution sociétale. Cette idéologie de la démocratie s'est adaptée aux nouvelles réalités, à savoir qu'il y avait certaines choses que l'Occident ne pouvait pas réaliser dans ce monde parce qu'il y avait d'autres grandes nations qui pouvaient l'empêcher. Et l'Occident ne pouvait pas être une source de paix et de stabilité. Les sources principales de conflits dans le monde à venir seraient provoquées par des tentatives d'imposer l'idéologie du démocratisme à la population de pays qui n'étaient pas prêts à l'accepter. On voit cela en Libye, en Syrie et bien d'autres pays, en Irak, bien d'autres. L'un des résultats principaux de cela, de cette politique, a été la révolte de la Russie contre l'Occident. La crise en Ukraine a accéléré le refus russe de suivre l'Occident et a entraîné une confrontation avec l'Occident. Avant cela, Moscou, il y a toujours eu des situations de désaccord, mais Moscou faisait toujours des concessions stratégiques en fin de compte. Actuellement, il est extrêmement improbable que des concessions de ce genre soient possibles et il ne peut y avoir que des dispositifs techniques. La Russie a complètement perdu confiance envers les États-Unis et l'Europe en tant que partenaire politique et économique. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas établir de relations amicales avec cette partie du monde sans se soumettre complètement du point de vue politique. Moscou a partant lancé un retournement politique et économique vers le monde non occidental, ce que l'on appelle le pivot vers l'Asie. Les raisons à cela sont que le consensus post-soviétique entre l'Ouest et la Russie était fondé sur la compréhension que les deux parties allaient évoluer vers une coopération plus étroite, un respect de leurs intérêts réciproques et allaient faire des compromis que tous pouvaient accepter. Mais il n'y avait que la Russie qui suivait ces accords du point de vue pratique. L'Occident continuait de réfléchir en des termes de la guerre froide. Il ne faisait qu'intégrer de plus en plus de pays dans son orbite et il a rapproché son infrastructure militaire de la frontière russe, y compris les territoires des alliés historiques de la Russie. La Russie a fortement refusé d'accepter cette politique en 2014 lorsqu'il s'est agi de son partenaire le plus proche, l'Ukraine, qui devait être intégrée dans cette politique. La Russie souhaite éviter d'être encerclée et d'être soumise au contrôle politique des États-Unis et de leurs alliés. La Russie souhaite donc recréer une sorte de... Elle ne souhaite pas vraiment recréer une Union soviétique, ce serait trop dangereux pour les dirigeants russes qui souhaitent se maintenir au pouvoir. Mais la politique est plus réactive de la part de la Russie. Néanmoins, la Russie ne souhaite pas perdre de sa puissance contre l'Occident. C'est pour cela que la Russie souhaite que ses voisins restent du moins amicaux ou, en tout cas, neutres. Autre phénomène important, l'essor chinois dans le monde que j'ai appelé le monde post-bipolaire. À terme, l'essor de la Chine sera un plus grand défi, une plus grande remise en cause de l'idéologie occidentale de la dominance mondiale plutôt que
la Russie. La Chine n'est pas une menace du fait de sa puissance militaire, parce qu'elle n'est pas encore trop forte, mais parce qu'elle a développé une économie efficace et attirante qui n'est pas fondée sur le modèle politique occidental. Et c'est bien plus dangereux pour l'Occident, car cela sème le doute envers le postulat de base en Occident selon lequel l'économie peut être efficace et créer de la prospérité pour la majorité de la population seulement si le pays accepte l'idéologie du démocratisme. Ou en tout cas, le modèle politique occidental. La Chine, bon, on ne sait pas ce qu'il va se passer à l'avenir, mais actuellement, la Chine est tout à fait prospère. Elle est tout à fait prospère sans avoir accepté le modèle politique occidental. Hier encore, nous avons entendu dire que le dirigeant allait probablement se maintenir indéfiniment au pouvoir, ce qui n'est pas très occidental. Donc, l'Occident dépend de la Chine économiquement, tout autant que la Chine dépend de l'Occident. Partant, il serait très difficile pour l'Occident de faire face à cette situation comme il a traité le problème russe lorsqu'il y avait des désaccords profonds. On entend parler des initiatives de la nouvelle route de la soie, donc on ne sait pas très clairement de quoi il s'agit du point de vue économique, mais du point de vue politique, c'est très clair. La Chine propose ses propres concepts de développement qui sont différents des modèles occidentaux, en tout cas pour certaines des régions asiatiques. Ces concepts devraient créer un cadre commun pour l'avenir économique et éventuellement politique de ces régions. La Chine propose à ces pays un concept de co-développement qui est appuyé par des ressources matérielles très significatives. Et parce que la Chine est devenue un pays tout à fait riche. Le message chinois est maintenant, son message politique, j'entends, est qu'il faut rejoindre l'espace de la route de la soie et pas la zone du démocratisme. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose que la Russie n'arrive pas à faire. Toutes ces idées sont fondées sur les évolutions générales des concepts de politique extérieure en Chine. Par exemple, le concept de Tao Guangyanghui qui dit qu'il faut être modeste, rester dans un coin et ne pas se montrer, ne pas montrer son jeu aux autres, en gros. C'est un concept qui a été énoncé par Deng Xiaoping au début des années 90 comme étant le fleuron de la politique extérieure du pays pendant la période d'ouverture. Maintenant, il a fait l'objet de pas mal de discussions et de critiques de la part des universitaires chinoises. Et l'idée des intérêts principaux qui a aussi été développée par Deng Xiaoping continue d'exister. Ces intérêts principaux pour lesquels la Chine va se battre ou bien peser de tout son poids pour les soutenir et les protéger. Mais la substance des intérêts principaux continue de se développer. Ce n'est pas simplement Taïwan, le Tibet, le Xinjiang, comme pour Deng Xiaoping, mais aussi la protection des positions chinoises dans des différents territoriaux avec le Japon, à propos des îles Diaoyu Senkaku et le conflit dans la mer de Chine méridionale. Et certains experts chinois insistent même que la liste des intérêts principaux devrait inclure le besoin de sécuriser une place digne de ce nom pour la Chine dans le monde en général. La plupart des universitaires chinois pensent que l'obstacle principal à la voie du développement et de la croissance pour la Chine et les États-Unis. Il y a un livre célèbre qui a été publié il y a 8 ans qui s'appelle C-Shaped Encirclement, l'encerclement en C. Ça a été développé par des analystes militaires qui disent que c'est en forme de C parce que les États-Unis, avec leurs alliés, encerclent la Chine de partout
mais il y a aussi un petit trou. Et qu'est-ce qui constitue ce trou? Eh bien, c'est la Russie. Bon, ils ne le disent pas clairement, mais on ne peut que supposer qu'il s'agit de la Russie, aussi peut-être d'autres pays amicaux en Asie centrale. Tout le monde, ce sont des adversaires. L'Inde, le Japon, la Corée du Sud, etc. Certains experts chinois proposent de prendre des mesures plus vigoureuses pour mettre fin à cet encerclement, par exemple en construisant des bases navales ou bien en donnant pour mission à l'armée de protéger les investissements des entrepreneurs chinois dans d'autres pays. La position officielle de Pékin est beaucoup plus modérée. Ils comprennent les conséquences qu'il y aurait à mener une politique très active. Ils veulent changer le système de la gouvernance mondiale, mais pas par une révolution ou pas par la destruction du modèle, plutôt par une évolution, en créant un système où la Chine pourrait être correctement représentée en faisant entendre sa voix. Ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir pour la Chine, eh bien, certains experts occidentaux, la plupart des experts occidentaux, voient la Chine comme un grand argument dans la théorie de la modernisation. La Chine suit l'exemple du Japon et des tigres asiatiques, et cela veut dire que la modernisation économique devrait être suivie par une démocratisation, comme on l'a vu en Corée du Sud et à Taïwan. À cela, les experts chinois répondent que la taille du pays est tellement différente, que la Chine est tellement grande qu'elle constitue une civilisation séparée et que donc elle va se développer de sa propre manière, d'une certaine façon. Et bon, on ne sait pas dans quel sens les choses vont évoluer, on verra. Du point de vue chinois, ce sera probablement un État autoritaire, mais très efficace économiquement parlant. Si la Chine va peut-être devenir un gros Taïwan ou un gros Singapour, l'idée des dirigeants, c'est un gros Singapour, pas de pot de vin, pas de corruption, une autocratie dirigée par un seul parti, mais très efficace du point de vue économique. On ne sait pas ce qu'il va se passer à l'avenir, mais je crois que même une Chine démocratisée ne se tournerait pas vers les États-Unis ou d'autres parce qu'elle serait trop grosse, tout simplement. Actuellement, le sentiment anti-américain et anti-japonais est bien plus fort dans la société chinoise que parmi les dirigeants du pays. On ne sait donc pas quels seraient les résultats d'une démocratisation. Peut-être qu'on aurait une Chine bien plus nationaliste. On peut voir cela, par exemple, avec l'exemple russe. On ne peut pas parler de démocratie, mais quand la Russie est devenue un pays, ou en tout cas dans les années 90, où la population a élu ses dirigeants de façon assez libre, eh bien, on voit ce qui s'est passé maintenant. Il y a un sentiment bien plus anti-occidental dans le pays. Il y a d'autres centres de puissance qui sont en plein essor. Il y a l'Inde qui promeut les concepts de pluralisme coopératif et d'unité dans la diversité dans la sphère des relations extérieures. Et l'idée est que en interne, la société indienne est pluraliste et unie dans la diversité. Elle souhaite donc que le monde soit plus pluriel et plus divers. Ça, c'est différent de l'idée occidentale, même si l'Inde reste un pays démocratique. Néanmoins, elle ne s'est jamais ingérée dans les affaires d'autres pays, elle n'a jamais opprimé d'autres pays. Elle n'a jamais critiqué d'autres pays pour des abus contre les droits de l'homme. Le Brésil est un autre pays fort. Son concept de politique extérieure est assez semblable. Généralement,
Il désigne cela par une politique extérieure fondée sur l'autonomie. Les qualificatifs ont été différents selon les gouvernements, mais c'est une autonomie des autres centres de pouvoir, surtout des États-Unis. L'effondrement de l'Union soviétique a laissé une sorte de vide. Même si bien d'autres pays, y compris la Chine, n'aimaient pas beaucoup l'Union soviétique, quand elle a complètement disparu, ils se sont émus des possibilités d'instabilité dans la situation internationale du fait de la fin du système bipolaire qui avait garanti un certain ordre. Et comme je l'ai dit, au début, il y avait la possibilité que le centre de pouvoir qui restait pourrait ensuite empiéter sur les intérêts des autres. C'est pour cela que les États mécontents, les grands États qui se préoccupaient de cette situation, ont commencé à établir des passerelles entre eux. Et c'est là qu'on a vu l'évolution des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'Union économique eurasiatique, de l'ASEAN, qui existait auparavant, mais qui est devenue plus active. Parlons des relations bilatérales. La base de la croissance des relations internationales entre la Chine et la Russie, ce sont les évolutions, les compréhensions différentes des rôles mutuels de chacun de ces deux pays. Voyons ce que la Chine pense actuellement de la Russie. Par la Chine, je veux dire le gouvernement chinois, parce que la Chine est un pays démocratique d'ailleurs. Selon la constitution chinoise, d'ailleurs, la Chine est une dictature démocratique du peuple. Bon, les Chinois ne le savent plus, ils ne lisent pas la constitution, et quand je leur dis que c'est une dictature démocratique du peuple, eh bien, on peut dire que c'est soit une dictature, une démocratie. Et ils sont assez perplexes, ils ne s'attendaient pas à cela. Donc on peut appeler la Chine une dictature, et il suffit de citer la Constitution. La Chine voit la Russie comme un partenaire géopolitique important. La Chine n'a quasiment pas d'alliés officiels. Le seul allié officiel de la Chine est la Corée du Nord, mais bon, même ce pays-là n'est pas vraiment tout à fait fiable. Et donc l'Occident et surtout les États-Unis suivent une démarche assez fondée sur la rivalité du point de vue de la Russie et essayent de limiter la croissance de l'influence chinoise de toutes les façons. Et donc la Chine doit chercher parmi les grandes puissances des partenaires qui ne seraient pas complètement d'accord avec la Chine nécessairement, mais qui soutiennent généralement le désir de Pékin d'établir un monde multipolaire qui s'élève contre la domination américaine dans le système mondial et qui peuvent travailler avec la Chine pour établir un contrepoids à cette influence. Et parmi ces pays, la Russie est le plus important parce que c'est un voisin, c'est un gros pays qui a une relation amicale avec la Chine et qui prend des décisions fortes pour limiter l'empiètement de l'Occident. Et certains hommes politiques chinois se félicitent de l'activisme russe anti-occidental parce qu'ils voient qu'ils ont une possibilité de se battre contre l'Occident tant qu'il y aura encore des militaires russes, mais sans devoir le faire eux-mêmes. Donc la Chine préfère que la Russie reste stable et forte, mais peut-être pas trop forte ni trop puissante. Pékin voit une Russie stable, capable de devenir un centre de pouvoir indépendant, comme une sorte de contrepoids dans la relation de partenariat et de rivalité entre la Chine et les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Et c'est pour cela que ces dernières années, la Chine
a suivi une démarche délibérée, très constructive pour résoudre des problèmes avec la Russie, des questions frontalières qui ont complètement été résolues en 2004, les questions de migration et des questions de commerce bilatéral. La Russie a des intérêts traditionnels en Asie centrale et Pékin, de son propre point de vue, doit se coordonner et coordonner ses activités économiques dans la région avec Moscou. Et c'est ce qu'il fait, y compris dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, afin d'éviter de se mettre à dos la Russie et de provoquer une contre-riposte. Bon, parfois, lorsque je parle à mes collègues chinois, ils disent que l'Asie centrale, c'est votre sphère d'influence, il faut donc qu'on vous écoute. Et moi, je leur dis, non, ça n'est pas notre sphère d'influence, nous n'avons pas de sphère d'influence. Et ils disent, bon, d'accord, pas de problème, peu importe. On n'est pas contre le fait que vous ayez une sphère d'influence. Donc, dites-nous quoi faire. La Chine, pour sa part, peut apporter un appui à l'engagement de la Russie pour une intégration eurasienne. Vous savez qu'un accord a déjà été signé avec l'Union économique eurasienne, un accord de coopération avec la Russie, et la Russie partage la position de la Chine sur de nombreuses questions et problématiques régionales, notamment la question des armes nucléaires sur la péninsule coréenne, le programme nucléaire iranien, les conflits en Irak, en Libye, en Syrie. Et d'ailleurs, vous avez vu que la Russie et la Chine votent toujours de la même façon au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, il y a des observateurs en Russie qui craignent un petit peu les intentions de la Chine, mais il semblerait, en tout cas du point de vue de Pékin, que ces craintes ne soient pas fondées, puisque Pékin poursuit une politique strictement pacifique qui ne présente aucune menace immédiate ou future à quelque pays que ce soit, mais la direction chinoise, les dirigeants chinois estiment que devrait peut-être quand même tenir compte de ces préoccupations ou essayer véritablement de convaincre par l'exemple en menant une politique étrangère véritablement pacifique, en expliquant sa démarche aux Russes. Ce serait une démarche utile. Il y en a qui pensent qu'il est interdit de critiquer par exemple Poutine dans la presse. Bon, vous avez des gens qui, en Chine, sont également inquiétés pour avoir été, en fait, trop critiques à l'envers de la Russie et pas simplement du gouvernement chinois. Alors, par rapport à tout cela, force est de constater quand même que la Russie constitue une source importante de matières premières ou autres marchandises que la Chine ne peut pas obtenir ailleurs, notamment les armements. Vous savez que depuis 1989, il y a toujours un embargo sur la vente d'armes à la Chine, venant également des États-Unis, parce que nous ne savons que faire de nos armes. Toujours est-il que il y a également en Russie des biens qui ne peuvent être obtenus qu'en quantité insuffisante, tels que par exemple le pétrole, le bois ou d'autres matières premières qui sont donc très présentes en Russie. Et puis la Russie peut également être utile à la Chine dans un nombre de domaines ou de projets économiques, notamment dans le cadre justement de l'initiative de la nouvelle route de la soie. Alors qu'est-ce que la Russie pense de la Chine ? La Chine, du point de vue russe, partage la position ou la vision de la Russie pour un système multipolaire ou multipôle, pourrait-on dire. Autrement dit, l'un et l'autre pays souhaitent voir non pas un monde dominé par une seule puissance, mais plutôt caractérisé par la coopération entre différents centres d'influence et quand même guidé par les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. La Chine constitue un partenaire stratégique important pour la Russie. Cela est dû aux relations avec la Chine, mais d'autres pays asiatiques.
il est dû à ces relations-là que les politiques étrangères de la Russie soient devenues moins unilatérales, plus développées, plus distinctes. Et c'est également pour cette raison que la Russie est elle-même devenue un centre d'influence à l'échelle mondiale. Et compte tenu maintenant de l'affrontement entre la Russie et le monde occidental autour de la crise de Géorgie et de celle d'Ukraine, de ce fait, Moscou apprécie considérablement les signes sinon d'assentiment ou du moins de compréhension de la part de Pékin. Alors évidemment, la Chine a ses propres problèmes territoriaux avec d'autres pays, donc ne va pas donner la leçon. La Chine dit qu'elle comprend les intentions de la Russie et que finalement, si crise il y a, toute cette crise a été provoquée par les politiques américaines. Par ailleurs, du côté de la Russie, il est essentiel que celle-ci puisse coopérer avec la Chine pour régler les grandes problématiques régionales, notamment donc le programme nucléaire aussi bien iranien que nord-coréen, mais également la crise syrienne, nombreux autres problèmes, parce que sur presque toutes ces problématiques, les deux pays finalement ont des points de vue convergents. De son côté, la Chine est l'un des partenaires économiques les plus importants de la Russie. Il faut savoir que très tôt, la Russie est devenue l'un des premiers partenaires commerciaux de la Chine. Alors, certes, la Russie représente moins que l'Union européenne, par exemple, mais enfin, en tant que pays, par rapport aux pays individuels de l'Union européenne, évidemment que la Russie est un pays très important. La coopération avec la Chine est essentielle pour justement compenser les pertes économiques venant de politiques économiques hostiles et des sanctions occidentales, et puis plus fondamentalement d'arriver à un niveau, disons, de développer la Sibérie et l'Extrême-Orient du côté russe. C'est un objectif stratégique important. Alors, les deux pays, à travers l'Organisation de coopération de Shanghai, la Russie et la Chine travaillent ensemble pour régler les objectifs communs en Asie centrale, la lutte contre l'extrémisme religieux, le terrorisme, le soutien au régime laïque, la facilitation du développement économique et social des pays de la région. La Russie, de son côté, a besoin de la Chine en tant que partenaire dans son projet de réforme du système financier international et cherche à réformer notamment le FMI, la Banque mondiale de manière plus équitable pour arriver à une solution de rechange au dollar comme étant la monnaie mondiale. Et dans le contexte de cette nouvelle dynamique, les groupes des BRICS et la Russie et la Chine coopèrent pour justement définir un agenda, un programme de gouvernance mondiale qui puisse défendre les intérêts du monde non occidental. Et là, c'est une source de dissatisfaction considérable. Alors, vous débarquez, je n'ai pas besoin de répéter. Alors, voilà, vous venez d'arriver, je ne critiquais personne directement, dit l'orateur à Mme Facon qui vient de débarquer. La Chine est une petite entreprise, on se connaît bien. Où en étais-je ? Quid des relations donc bilatérales entre la Chine et la Russie depuis 1991 ? L'analyse de l'évolution des relations officielles entre la Chine et la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique, cette analyse fait apparaître que le rapprochement entre les deux pays n'était ni accidentel ni le fruit de la volonté individuelle de tel ou tel dirigeant, puisque ceci s'est poursuivi d'un dirigeant à l'autre après la fin de l'Empire soviétique. Ce que l'on peut dire, c'est que même à la fin de l'ère Brejnev, et certainement sous Gorbatchev, ces relations bilatérales s'étaient déjà bien amorcées, puisque les deux pays ont commencé à mieux se comprendre et à mieux comprendre les intérêts vitaux des uns et des autres.
Et cette meilleure compréhension, évidemment venue de la nouvelle donne internationale que j'ai évoquée tout à l'heure, ainsi que des positions respectives de la Russie et de la Chine sur la scène internationale. Donc l'influence accrue des États-Unis et de ses alliés dans le monde après l'effondrement du centre de puissance qu'était l'Union soviétique, la transformation des États-Unis en tant que puissance unique à l'échelle mondiale et ses tentatives d'utiliser son influence pour imposer ses propres modèles de développement au reste du monde, tout cela a été de nature à inquiéter aussi bien Pékin que Moscou. Donc ces deux facteurs ont en quelque sorte favorisé ce rapprochement, ont permis à la Chine et à la Russie de dépasser leur litige dans les années 90 et donc accélérer ce rapprochement. Et puis ensuite, le renforcement des deux pays d'un côté et puis les tentatives des États-Unis de maintenir son leadership par la pression, par les actions armées dans de différentes régions, tout cela a amené Moscou et Pékin à se rapprocher encore plus et les a encouragés finalement à créer de leur côté un système de coopération bilatérale stratégique. Alors quel est ce système? Car il est peu connu. Il faut savoir que la Russie et la Chine ont mis en place un système de coopération dans lequel qu'aucun de ces pays n'avait mis en place avec d'autres pays du monde. Alors vous avez un système de présidence tournante, c'est entre la Russie et la Chine. Enfin, c'est une tradition, hein, c'est pas dans les statuts en quelque sorte. Vous avez les chefs d'État qui se rencontrent plusieurs fois par an, 5 ou 6 fois par an, mais il y a, si vous voulez, une visite d'État officielle par an. Par ailleurs, il y a un mécanisme de rencontre régulière entre les chefs de gouvernement de la Chine et la Russie, et ça a été mis en place dès décembre 1996. Et ces dispositions sont régies par un accord intergouvernemental spécial qui prévoit notamment la mise en place d'une vingtaine de commissions et de sous-commissions dirigées par des ministres gouvernementaux. Alors vous avez 5 commissions intergouvernementales, la commission de la préparation des réunions régulières des chefs d'État et de gouvernement. C'est un titre un petit peu long, mais c'est ce qui prépare bien entendu les rencontres régulières. Et donc là, vous avez une commission qui elle-même a 20 sous-comités plutôt. Le comité pour la coopération de l'éducation, le comité sur la coopération énergétique. Enfin, ce sont généralement des premiers ministres adjoints ou vice-premiers ministres qui président ces comités. Vous avez un comité de coopération stratégique qui a été créé en 2014. Et vous avez un tout dernier comité pour le développement de l'extrême-orient russe qui a été créé en 2016 et qui concerne les régions voisines entre l'extrême-orient russe et la Chine. Et puis vous avez des comités régionaux, c'est des domaines de coopération régionaux qui concernent notamment les échanges, l'éducation et qui concernent des régions de la Russie. Donc ce sont des comités de coopération régionaux. Il y a en tout 234 partenariats, dont 91 entre les régions russes et les provinces chinoises. Ça veut dire que vous avez des régions qui ont des accords bilatéraux avec plus d'une région. Alors vous avez, l'administration régionale, auquel s'ajoute, vous avez quelques 143 accords entre municipalités. Vous avez une cinquantaine, vous avez 51 régions qui ont des accords de coopération avec des régions chinoises, 91 municipalités avec des villes jumelées, des partenaires en Chine. En Chine, vous avez 4 régions autonomes sur 5, 18 provinces sur 22 et toutes les 4 municipalités qui ont des partenariats avec des régions russes, et puis 97 villes chinoises, districts ou comtés, ont des partenariats avec des municipalités russes. Alors, ces deux pays
ont développé également des relations interparlementaires. Alors, ce qu'ils appellent des relations ou des liens. Bon. Les relations à un niveau plus bas sont également très développées, puisque vous n'avez pratiquement pas de grandes entreprises ou de centres de recherche ou d'universités en Russie qui n'aient pas de partenaires chinois. Et puis vous avez pas mal d'organisations para-étatiques ou non gouvernementales qui favorisent le développement justement de liens entre les deux pays. Vous en avez des exemples dans différents domaines. Le chinois est devenu une langue importante. J'ai beaucoup de détails sur cette diapo, mais force est de constater que le chinois, après l'anglais, est devenu la langue la plus étudiée en Russie. Moi, lorsque j'avais commencé à étudier le chinois en 1978 dans mon université, les gens pensaient que j'étais fou. Mais bon, moi je le faisais pour m'amuser, ça m'intéressait. Je n'étais pas très doué en mathématiques, alors je me suis dit bon, je vais faire quelque chose d'un peu sérieux. Je vais étudier le chinois à l'université. Mais aujourd'hui, au contraire, c'est une langue qui est très étudiée. Par exemple, on estime que le chinois est plus important que le japonais, alors qu'à mon époque, c'était le contraire. Le japonais était plus important. Alors, le russe comme langue n'est pas très étudié en Chine, mais quand même, vous avez un nombre important d'étudiants, de centres, d'établissements scolaires universitaires où on enseigne le russe en Chine. Vous avez des quartiers ou des villes de Chine qui sont véritablement des lieux d'accueil pour les touristes russes. Vous avez notamment à Sanya, à Bedai dans la province de Hebei, où vous avez toute la signalétique en russe. Quand j'y suis allé pour la première fois à Sanya, en 1984, personne ne savait où se trouvait la Russie. C'était à l'époque, c'était l'Union soviétique. Aujourd'hui, vous avez justement toute la signalétique également écrite en russe. Et puis, il y a un quartier de Pékin, il y a un grand marché ouvert qui est, lui également, rempli de Russes, de commerçants de l'Orient russe, en tout cas des plaines de l'Asie centrale. Alors, le niveau des échanges commerciaux, en 2017, selon les statistiques douanières chinoises, s'élevait, là j'ai les chiffres, les chiffres chinois et russes ne concordent pas exactement, mais sur ce tableau établi par les Chinois, par les Russes, on a des chiffres donc un peu différents des Chinois. On se retrouve à peu près à 80 milliards de dollars. Évidemment, si on compare ça aux échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, ça représente que le 6e ou le 7e. Mais quand même, la Russie est un grand partenaire pour la Chine. La Chine pourrait accroître ses échanges commerciaux avec la Russie parce que elle peut vendre, elle a littéralement des marchandises à revendre. Ça dépendrait plutôt de la Russie. Est-ce que la Russie préfère vendre qu'acheter ses biens? Il y a un équilibre commercial, une balance commerciale à peu près à 50-50 entre la Chine et la Russie. En 2017, il n'y avait que 1% d'écart, un déficit de 1% du côté russe. Pour ce qui est des investissements directs chinois en Russie, alors là, vous avez des chiffres différents. Selon les statistiques chinoises, le montant des investissements cumulés en Russie s'échelle à environ 10 milliards de dollars, alors que du côté de la Banque de Russie, on n'arrive qu'à un chiffre de 3 milliards. Donc, on ne sait pas où est la vérité. Toujours est-il que j'ai l'information quelque part sur une diapo, je la présenterai dans un instant. C'est des flux d'investissement. Donc ça, c'est les montants qui sont investis chaque année. Donc l'investissement direct étranger, donc chinois en Russie. Là encore, ça ne représente pas des chiffres énormes, puisque la Chine investit encore moins. Et les différences
sont relativement faibles. Cela étant, le gouvernement chinois a dû mettre en doute ces chiffres parce qu'il y a un certain nombre de projets informels qui sont réalisés par des entreprises chinoises en Russie. Et donc là, on arrive plutôt à un chiffre de 33 milliards. Alors si tel est le cas, alors là, dans ce cas, la Chine est le plus gros investisseur en Russie. Même selon les chiffres officiels chinois, la Chine arrive en 3e ou 4e position parmi tous les investisseurs en Russie. Mais si on tient compte des chiffres non officiels, alors évidemment, on ne peut pas savoir s'ils sont exacts. Évidemment, si on commence à compter non seulement les investissements en tant que tels, qui sont identifiés comme tels, comme chinois, mais aussi bien en Russie qu'en Chine, enfin, les régions qui ont accueilli le plus grand nombre, ou qui ont consenti le plus grand nombre d'investissements, sont justement russes et chinoises. En Chine, vous avez Hong Kong, mais les îles Vierges pour la Chine, mais Chypre pour la Russie. Enfin, bon, vous avez des investissements. Alors, on s'imagine que les investissements chinois vont d'abord à Hong Kong et ensuite aux îles Vierges avant d'aller à Russie. En fait, non. C'est assez difficile de démêler le vrai du faux là-dedans, mais ce qui est certain, c'est que les investissements se développent, les activités chinoises en Russie se développent. Là, vous avez des grands projets qui sont... donc qui concernent des projets de joint venture entre la Russie et la Chine, ou des projets conjoints entre ces deux pays, dont un grand nombre ont été réalisés après 2014. Pourquoi après 2014 ? Parce qu'en 2014, vous le savez, c'est l'année où des sanctions, où l'Occident a appliqué des sanctions à la Russie. Et là, c'était une nouvelle donne. Essentiellement, la Russie, et ça c'est le vrai changement, la Russie a autorisé la Chine à investir dans les secteurs gaziers et pétroliers, alors que, bon, même s'il n'y avait pas d'interdiction officielle, les investisseurs chinois n'arrivaient pas à investir, leurs appels d'offres, enfin leurs offres leurs réponses aux appels d'offres n'étaient pas retenues, etc. Et puis à partir de 2015, comme on le voit ici sur la diapo, le vice-premier ministre russe a encouragé les Chinois à investir dans les grandes compagnies pétrolières et gazières où elles pouvaient acquérir des intérêts majoritaires, ce qui n'était pas le cas avant. Là, vous avez un projet sur Yamal LNG, qui était donc la liquéfaction du gaz naturel. Alors jusque-là, c'était des investissements uniquement européens et américains. Là, la China National Petroleum Corporation a acheté une participation d'1%. En 2015, une société qui a parlé à Olga Peril-Pasca a créé un joint venture avec Huawei, qui est évidemment l'une des premières sociétés chinoises. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 10 ans plus tôt, lorsque le président Poutine avait parlé au président de l'Académie des sciences, M. Dobretsov, donc celui-ci suggéré qu'un centre de technologie de l'information soit créé en coopération avec la Chine. Et là, ça n'est pas un secret, hein, c'est sur le site de Poutine. Le président Poutine a fait remarquer qu'il serait quand même, qu'il faudrait être prudent dans son choix des partenaires stratégiques, puisque, il ne faudrait pas quand même permettre aux Chinois d'avoir accès aux secrets ou aux ressources russes. Donc vous avez des centres de recherche, et en 2014, il y a également des ventes d'armes qui ont été conclues. C'est 400 missiles solaires qui ont été vendus, notamment pour les missiles. Il y avait également des avions, des aéronefs Su-35 et des sous-marins qui, il avait été plutôt convenu de les vendre, mais enfin, ils n'avaient jamais été livrés. Et puis, pour ces fameux missiles solaires,
ils n'ont non seulement été vendus, mais effectivement été livrés, ce qui était impossible jusque-là. Donc en 2017 et puis en 2015, la Russie de son côté a consenti à livrer quelques 24 avions de chasse Su-35 à la Chine. Donc vente d'armes et d'avions. Alors maintenant, parlons de l'Eurasie, ou de la région eurasienne, disons, élargie. C'est un concept de région élargie qui avait été défini par les Russes lorsque ceux-ci ont constaté que la détérioration des relations avec le monde occidental à cause de la crise ukrainienne, cette détérioration était, disons, irréversible. Et Dmitri Trenin, qui était président de l'équivalent moscovite du Carnegie Center, a expliqué que la vision de Poutine d'une Europe élargie allant de Lisbonne à Vladivostok, qui aurait été composée de la Russie et de l'Union européenne, est en train d'être remplacée par une Asie élargie allant de Shanghai à Saint-Pétersbourg. Alors, on peut imaginer que les groupes non occidentaux tels que l'Union économique eurasienne, les BRICS, les ASEAN, vont recomposer l'Eurasie élargie, avec certaines alliances qui ressembleront d'ailleurs aux alliances entre les États-Unis et les pays européens. Alors, il pourrait y avoir des centres de pouvoir qui vont évoluer, et qui seront retenus par des intérêts communs, mais ce type le type d'Europe ou de démocratie à l'européenne au niveau élargi ne pourrait pas, disons que le modèle européen ne pourrait pas être appliqué à cette région par les États-Unis et ses alliés. Et en essayant d'imposer ces positions à l'Europe, et notamment à l'Europe de l'Est, les États-Unis et le monde occidental ont perdu le soutien de la Russie, de l'Asie centrale, et contrarient de plus en plus la Chine et l'Inde, qui se rapprochent l'une de l'autre malgré leurs propres conflits ou contradictions. Alors, pour en venir aux conclusions, le rapprochement russo-chinois n'est pas le résultat de changements dans les politiques mondiales, mais non, plutôt, le rapprochement est le résultat naturel de changements à l'échelle mondiale. La Russie, avec d'autres pays, la Russie et la Chine, souhaitent créer un nouvel ordre international qui les mette sur un pied d'égalité avec les États-Unis et ses alliés, et leurs alliés, et ne les relègue pas un statut de pays dépendant, ce que le monde occidental voit comme un désir russe et chinois d'établir leur sphère d'influence. Moscou et Pékin, pour leur part, le considèrent comme l'expression minimale de leurs droits et de leurs intérêts. D'ailleurs, ils ne voient pas pourquoi ils n'auraient pas également leur propre mini-sphère d'influence. Dans un monde idéal, multipolaire, où chacun reconnaîtrait les droits de chaque centre de pouvoir, la Russie et la Chine seraient équidistantes l'une de l'autre, pas simplement l'une de l'autre d'ailleurs, mais également de toutes les autres centres de puissance, de pouvoir, y compris, bien entendu, les États-Unis. Et le rapprochement russo-chinois ne pourrait aboutir dans ce cas qu'à une normalisation des relations sans qu'il soit nécessaire de se soutenir mutuellement pour faire face au monde occidental. Mais parce que justement le monde occidental essaie quand même d'imposer une position monopolistique à l'échelle mondiale, ceci a eu pour effet d'accélérer le rapprochement entre Moscou et Pékin. Donc, les perspectives à court terme pour ce qui est des relations russo-chinoises ne dépendent pas finalement de la relation, de la situation internationale, puisque ce partenariat s'est développé progressivement, lentement mais sûrement, du fait de l'apparition d'intérêts communs et d'une tendance commune qui les poussait vers la création d'un ordre mondial plutôt multipolaire que bipolaire. Cela étant pour autant une alliance à proprement parler entre la Chine et la Russie paraît assez improbable. La Russie, évidemment, accorde beaucoup d'importance à son partenariat économique avec la Chine, mais ne voudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en tout cas lier tous ses rapports de coopération économique avec un seul pays. La Chine considère la Russie par rapport aux autres pays occidentaux comme un pays
plus amical mais moins important sur le plan économique. La Russie est d'une importance stratégique pour la Chine, mais les États-Unis sont bien plus importants malgré les tensions entre ces deux pays, parce que, évidemment, beaucoup de choses dépendent des États-Unis, et de ce fait, même si la Chine développe ses propres relations stratégiques ou son partenariat stratégique avec la Russie, la Chine, pour sa part, va continuer à construire des relations bénéfiques avec d'autres pays, même si ces pays ont des relations conflictuelles ou hostiles avec la Russie. Vous avez notamment l'exemple de la relation entre la Chine et l'Ukraine. Alors, une véritable alliance entre la Russie et la Chine ne pourrait vraiment se concrétiser que si les États-Unis et leurs alliés souhaitaient poursuivre cette idéologie de démocratisme qui, finalement, finirait par les amener au conflit simultanément avec la Russie et avec la Chine. Mais à plus long terme, tout dépendra finalement de la situation politique intérieure de ces pays et du sort que connaîtront les régimes politiques, pas simplement en Russie et en Chine, mais également dans les pays occidentaux et notamment aux États-Unis. Les changements sont toujours possibles dans tous les pays du monde, mais il est difficile de savoir quand ces changements se produiront, ou il est difficile de prédire les conséquences de tels changements, mais dans l'état actuel des choses, le partenariat russo-chinois restera l'un des piliers du nouvel ordre mondial multipolaire qui apparaît et un pilier de la stabilité mondiale et régionale. Je m'en tiendrai là. Je vous remercie de votre attention.